Oui, bonjour. Donc, on vous accueille pour cette session sur l'utilisation des données de santé au service des patients. Moi, en tant que représentante de l'association France Rhin, je remercie les organisateurs de cette session. On voit bien que les associations de patients sont conviés de plus en plus et travaillent de façon étroite avec les professionnels et les autorités de santé. Et les associations de patients sont intéressées par ces données de santé pour plein de raisons qu'on va aborder tout de suite, qui sont le suivi des parcours et l'amélioration des parcours de soins, l'accessibilité aux soins, et puis aussi les questions financières d'allocation de ressources et couplées à l'organisation des soins. Donc je remercie nos intervenants et les sujets étant divers, après chaque intervention, vous pourrez poser des questions aux intervenants. Voilà. On va démarrer avec nos collègues de l'Agence de la biomédecine, du pôle sécurité-qualité, Madame Gaëlle Lemardelet, qui est chef de projet en vigilance, et le docteur Cyril Astruc, qui se connecte à distance en visio, qui est médecin épidémiologiste, pour la présentation d'une étude originale qui va mobiliser les données du Système national des données de santé, mais dans une finalité d'observation et d'utilisation dans le cadre des vigilances. Tout d'abord en remerciant les organisateurs pour nous permettre de présenter ce sujet qui nous tient à cœur, et aussi je voulais m'excuser d'un point de vue personnel de ne pas pouvoir être présent avec vous. Donc on va parler de la surveillance des effets indésirables au sein du SNDS, donc le Système national des données de santé, dans le cadre de la biovigilance et de la MP Vigilance. Gaëlle, je te fais confiance pour changer les diapos puisque je ne les ai pas devant moi, donc je ne sais pas trop, je te laisse faire. Donc la vigilance à l'Agence de la biomédecine, qu'est-ce que c'est? Ça a été défini par le décret de novembre 2016 avec l'AMP Vigilance qui concerne tout ce qui est gamètes, embryons et tissus germinaux dans le cadre d'activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, d'où le AMP. Et aussi la biovigilance, qui concerne l'ensemble des éléments et produits issus du corps humain, tels que les organes, les tissus, les cellules souches hématopoïétiques et le lait maternel à usage thérapeutique. Ces vigilances, elles reposent sur une surveillance systématique de tous les incidents et de tous les effets indésirables qui surviennent entre le prélèvement et la greffe. Pour ce faire, chaque établissement qui a des activités dans les domaines de compétences de l'agence doit nommer des correspondants locaux et ce sont eux qui vont nous faire des déclarations via un outil de télédéclaration des incidents graves et des effets indésirables qui surviennent dans leur centre. Une fois qu'on a tous ces éléments, ça va nous permettre une analyse, une évaluation à la fois locale et nationale des différentes déclarations, dont l'objectif final est de limiter la probabilité de survenue de nouveaux incidents ou de nouveaux effets indésirables, ou d'en diminuer la gravité. Après plusieurs années de mise en place de ces vigilances, nous avons fait plusieurs constats. Le premier, c'est celui d'une probable sous-déclaration, notamment quand on compare les chiffres d'activité avec les chiffres de déclaration. À titre d'exemple, nous recevons chaque année environ 400 déclarations d'AMP Vigilance pour 150 000 tentatives d'AMP. Et concernant la biovigilance, environ 500 déclarations de biovigilance pour plus de 5 000 greffes d'organes, 4 000 greffes de cellules souches, et sans compter les tissus et les milliers de litres de lait maternel à usage thérapeutique. Par ailleurs, tout système déclaratif est souvent une sous-déclaration, comme l'a montré Santé publique France avec la rougeole. Malgré que ce soit une maladie à déclaration obligatoire, ils avaient estimé à 50% le taux de sous-déclaration. Donc on pense qu'on n'y échappera pas non plus. Le deuxième constat que nous avons fait, c'est celui qui concerne certains effets indésirables dits attendus, où l'analyse individuelle de ces effets indésirables n'est pas pertinente et il nous a fallu trouver une autre approche pour pouvoir les surveiller. C'est ainsi qu'on a voulu s'intéresser au SNDS
donc au système national des données de santé pour disposer de données plus exhaustives que nos données de déclaration de vigilance, pour estimer une incidence réelle des effets indésirables, pour s'assurer que la fréquence de survenue de ces effets indésirables reste acceptable et aussi d'en surveiller une dérive si jamais il devait augmenter. Et enfin, parce que c'était un système qui nous semblait bien complémentaire de notre système déclaratif qui est actuellement utilisé. Donc le système national de données de santé, le SNDS, je fais un petit rappel puisqu'on est la première la première intervention de la session. Donc c'est un entrepôt de données médico-administratives qui sont pseudonymisées, qui couvrent quasiment l'ensemble de la population française et qui contient l'ensemble des soins qui sont présentés au remboursement de l'assurance maladie. Donc dedans, il y a plusieurs types de données. Il y a les données de l'assurance maladie, c'est-à-dire tout ce qui peut se passer en ville, les consultations en médecine de ville, la pharmacie, le kiné, les infirmières, etc. Les informations des hôpitaux pour tout ce qui est toutes les hospitalisations et les causes de décès. Il y a différentes finalités pour l'utilisation du SNDS, comme l'information sur la santé, la mise en œuvre des politiques de santé et plein d'autres choses. Mais surtout, celle qui nous intéresse, nous, dans cette intervention, c'est la surveillance et la sécurité sanitaire et la vigilance. Au niveau de l'agence de la biomédecine, pour le SNDS, donc ça c'est pour vous expliquer rapidement, nous avons un accès permanent au même titre que d'autres institutions de santé publique, comme Santé publique France, comme la NSM, comme l'EFS, etc. Et donc, nous pouvons avoir jusqu'à 19 ans d'historique sur les données de santé, sur la France entière. Nous n'avons pas accès au numéro des professionnels de santé, nous ne pouvons pas les identifier, et nous pouvons croiser certaines variables identifiantes sans demander de signature supplémentaire. Donc, le premier exemple de ce que nous faisons avec les données du SNDS porte sur l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, tout simplement parce qu'il s'agit d'un domaine où nous avons assez peu de déclarations d'effets indésirables. Donc, dans un premier temps, il nous a fallu identifier une population de patients adultes, donc on a choisi ça dans un premier temps, qui ont été allogreffés de cellules souches hématopoïétiques. Donc, pour ce faire, nous avons utilisé les données du PMSI, les données hospitalières, pour une période 2015-2020, pour des patients âgés de 18 ans ou plus, une durée d'hospitalisation de 5 jours ou plus, et un GHM, c'est-à-dire un groupement homogène de malades qui regroupe les patients qui ont eu une allogreffe de cellules souches. Dans un deuxième temps, nous avons voulu identifier les effets indésirables attendus lors de l'hospitalisation de l'allogreffe. Donc, je vous ai mis ici deux exemples. La microangiopathie thrombotique, la MAT, que nous avons identifiée soit avec un code SIM10, c'est-à-dire un code qui sert à typer les pathologies lors des séjours hospitaliers, ou via un code CCM, qui est un code qui note en fait tous les actes qui ont été réalisés lors d'un séjour hospitalier, qu'ils soient diagnostiques ou thérapeutiques. Idem pour la cystite hémorragique, nous avons utilisé plusieurs codes SIM10 ou actes CCM, où ça a été un peu plus compliqué, puisqu'il n'y avait pas de code spécifique de cystite hémorragique, donc nous avons vu avec les cliniciens pour en choisir d'autres qui pourraient être pertinents. Donc les résultats de ces identifications ont fait que nous avons retrouvé 9263 patients pour un total de 9643 séjours, avec 58% d'hommes, une moyenne d'âge de 52 ans, une durée médiane de séjour de 35 jours et une durée médiane entre l'entrée à l'hôpital et la greffe de 8 jours qui correspond notamment à la période de conditionnement avant la greffe. Le diagnostic principal de ces patients était la leucémie myéloïde aiguë pour 46% d'entre eux, le syndrome myélodysplasique ensuite, et la leucémie lymphoblastique aiguë ensuite. Donc, toutes ces données-là concordent avec les données que nous avons des registres, ce qui nous rassure sur l'identification de notre population de patients allogreffés. Et donc, parmi ces séjours, nous en avons retrouvé 2%, c'est-à-dire 212 séjours qui ont eu une microangiopathie thrombotique et quasiment 10% qui ont eu une cystite hémorragique, c'est-à-dire 946 séjours. À titre d'exemple, on parlait de sous-déclaration tout à l'heure. Nous avons reçu moins de 5 déclarations de microangiopathie thrombotique entre 2019 et 2021 ou 2022. On en a reçu 5. Après, comme je vous disais, l'objectif n'étant pas forcément de toutes les avoir, puisqu'on ne pourrait pas de toute façon les traiter. Et donc, nous avons essayé de mettre en place une autre façon de les surveiller, qui est donc sur la diapositive suivante, ce qu'on appelle le funnel plot. Donc, c'est un graphique en entonnoir.
qui va permettre de comparer chaque centre avec la moyenne nationale. Donc ici, c'est un exemple qui concerne la cystite hémorragique, avec donc une moyenne de proportion dans les séjours pour les cystites hémorragiques de 9,8%, qui est représentée par la ligne horizontale verte. Les pointillés orange et rouge représentent des intervalles de confiance qui ont été calculés. Et chaque centre est positionné sur le graphique, chaque centre est un point, et va être positionné sur l'axe des abscisses en fonction du nombre de séjours de greffe qu'il a effectué, et sur l'axe des ordonnées en fonction de la proportion de cystite hémorragique qu'il a dans son centre. Donc ici, on peut voir que les centres 1, 9, 11, 24 et 25 ont un taux de cystite hémorragique qui est significativement supérieur à la moyenne nationale, puisqu'ils sont au-dessus des pointillés rouges supérieurs. On peut aussi parler d'autres centres comme le 8, le 28 ou le 20 qui sont, eux, avec un taux de cystite hémorragique significativement inférieur à la moyenne nationale. Donc voilà une autre façon d'identifier les centres qui pourraient avoir des soucis qui ne déclarent pas. Et je passe la main à Gaëlle pour la suite de la présentation. Moi, je vais vous présenter donc, le travail qui a été fait sur le SNDS dans le cadre de l'AMP Vigilance. Donc, dans un premier temps, en fait, on a cherché à explorer le PMSI afin d'identifier, d'une part, les femmes, les patientes qui avaient eu recours à la ponction d'ovocytes et également les effets indésirables en post-AMP. Et donc, on a regardé aussi si la fréquence de ces effets indésirables, en fait, était comparable avec les données de la littérature. Et on a regardé également le nombre de déclarations qu'on avait eues sur ces effets indésirables en AMP Vigilance. Et donc, si vous voyez à droite sur le tableau, donc la fréquence, attendez, voilà. La fréquence PMSI ici. Donc, quand on rapporte en fait le nombre d'effets indésirables, le nombre d'effets indésirables sur le nombre de ponctions sur une période donnée, donc là en l'occurrence on avait regardé sur 2012-2019, et on voit qu'en fait cette fréquence de survenue, elle est très proche de ce que l'on retrouve dans la littérature, et globalement elle est quand même très faible. Et quand on compare avec les données d'AMP Vigilance, donc sur la même période, on voit clairement qu'on a vraiment une sous-notification en vigilance, puisqu'on retrouve vraiment beaucoup plus d'événements dans le PMSI que dans les déclarations d'AMP Vigilance. Donc, pour vous donner un exemple, en ce qui concerne les syndromes d'hyperstimulation ovarienne, on en retrouve quasiment 5000 pour cette période-là dans le PMSI versus 1800 dans les données d'AMP Vigilance. Donc ensuite, l'idée, c'était, à partir d'un type d'effet indésirable, d'essayer de voir tout ce qu'on pouvait exploiter dans le SNDS pour mettre en place cette surveillance des effets indésirables. Et donc, on a choisi, dans un premier temps, d'étudier les infections post-ponction d'ovocytes, puisque ça nous permettait, en plus du PMSI, d'explorer aussi le DCIR, donc qui est la base de l'assurance maladie, avec l'utilisation des antibiotiques notamment, et ça nous permettait aussi d'identifier aussi des événements qui finalement étaient un peu moins sévères, et que nous n'avions pas en fait dans les déclarations d'AMP Vigilance parce que les praticiens n'en avaient pas forcément connaissance ou parce qu'ils ne déclaraient pas les événements non sévères. Et donc pour faire cela, donc on a dans un premier temps identifié les patientes qui étaient prises en charge en AMP dans le PMSI. Donc on a regardé les ponctions d'ovocytes sur une année donnée, donc en 2019, et on a classé ces femmes en 3 sous-groupes de population, donc les femmes infertiles, les donneuses d'ovocytes et les femmes prises en charge en préservation de la fertilité pour cancer. Et donc au final, on avait une population de 52 098 femmes et 65 948 ponctions, ce qui correspondait à peu près à ce qu'on avait dans nos rapports d'activité sur cette année. Et donc ensuite, pour identifier les infections chez ces femmes, on a regardé donc, dans un premier temps les hospitalisations pour infection dans le PMSI, donc en regardant toutes les hospitalisations pour infection dans le mois post-ponction, et on les a classées en 5 catégories, donc les infections gynécologiques, urinaires, les septicémies, les péritonites et les autres infections. Et d'un autre côté, on a regardé aussi donc, dans la base de l'assurance maladie toutes les délivrances d'antibiotiques qui avaient été faites dans le mois post-ponction, alors chez les autres femmes que celles qui avaient été hospitalisées pour infection. Donc là, vous avez quelques résultats pour vous donner un peu un exemple de ce qu'on peut sortir donc, de ces données du SNDS. Donc sur l'année 2019, on avait à peu près 65 000 ponctions. On a identifié 4 522 infections post-ponction.
dont 112 qui étaient des infections hospitalisées, et donc qui représentaient 0,2% des ponctions, et 4410 qui étaient des infections non hospitalisées et qui représentaient 6,7% des ponctions. Ensuite, si on compare les deux groupes en regardant par exemple les caractéristiques des femmes, on voit que chez les femmes qui sont hospitalisées pour infection, donc elles sont un petit peu plus jeunes que chez les non hospitalisées. On trouve un peu plus de femmes en préservation de la fertilité et qui présentent une endométriose chez les femmes hospitalisées pour infection par rapport aux femmes non hospitalisées. Et à l'inverse, par contre, on retrouve un peu plus de femmes qui bénéficient de la CMUC chez les femmes non hospitalisées par rapport aux femmes hospitalisées. Et donc ensuite, si on regarde par rapport au type au séjour hospitalier, donc sur les 112 infections, on voit qu'on a eu majoritairement des séjours pour infections gynécologiques et infections urinaires, ce qui est plutôt cohérent avec la thématique. Et concernant le type de séjour, donc on a dans 75%, c'était des séjours médicaux, donc pour lesquels les patientes sont restées quelques jours à l'hôpital et puis sont rentrées à domicile après. On avait 20% de séjours chirurgicaux et 3,6% de séjours en réanimation en soins intensifs, ce qui représentait 4 patientes en fait sur les 112 infections. Et donc ensuite, en ce qui concerne la durée de séjour, donc la durée de séjour moyenne, elle était de 7 jours, et on avait 42% des séjours qui avaient une durée de 2 à 6 jours. Donc ça, c'était pour les infections hospitalisées. Ensuite, pour les infections non hospitalisées, on voit que dans 88% des cas, en fait, les praticiens, ils ont prescrit une monoantibiothérapie, et dans presque 40% des cas, il s'agissait d'amoxicilline. Concernant les spécialités des prescripteurs, donc dans 45%, c'était des généralistes, dans 15% des gynécologues ou obstétriciens, en sachant qu'en fait, quand même, dans 30% dans 30% des cas, on n'avait pas en fait l'information sur la spécialité du prescripteur. Après, concernant ces infections non hospitalisées, il faut quand même les prendre un petit peu avec précaution, parce que, en fait, on ne peut pas être sûr que, même si on regarde en fait dans le mois post-ponction, il est possible qu'il y ait d'autres infections intercurrentes qui ne soient pas des infections liées à l'acte d'AMP, puisque là, les antibiotiques n'étaient pas assez spécifiques pour identifier le type d'infection. Et en plus de ça, on n'a pas on n'a pas du tout même l'information on ne sait pas si la patiente a pris le traitement ou non. Alors ensuite, là, donc, comme pour les cellules souches hématopoïétiques, donc, on a réalisé un funnel plot pour comparer en fait, le taux d'infection de chaque centre pour le comparer à la moyenne nationale. Donc là, en 2019, la moyenne nationale, si on prenait tous les toutes les infections, on était autour de 7% d'infection. Et les taux d'infection par centre, ils ont été ajustés sur différents facteurs. Donc, ils ont été ajustés sur l'âge, sur l'indication de l'AMP, donc qui était l'infertilité, la préservation de fertilité ou le don d'ovocytes, la CMUC et certaines comorbidités. Et donc, en fait, vous voyez là sur le funnel plot, en fait, sur les 102 centres d'AMP qui avaient une activité sur cette année-là, on en a 4 qui sortent, donc qui sont au-dessus de l'intervalle de confiance à 99% en rouge, qui sortent du funnel plot. Et en fait, l'idée pour ces centres-là, c'est vraiment de faire une analyse plus détaillée, plus approfondie de leurs données et de revenir vers eux pour discuter avec eux et essayer de comprendre pourquoi ils ont un taux supérieur à la moyenne et essayer de voir s'il y a des mesures à mettre en place si besoin. Et alors, juste pour vous donner un exemple, le centre donc, qui sort ici, on a discuté avec lui et en fait, on a compris que ce taux très élevé d'infection, il était lié parce qu'à cette période-là, ils avaient l'habitude de prescrire en systématique, dans le mois post-ponction, une antibioprophylaxie en vue du prochain transfert d'embryons congelés. Ce qui expliquait pourquoi on avait une délivrance élevée d'antibiotiques pour leur centre, alors qu'en fait, ce n'était pas des infections avérées dans ces cas-là. Ensuite, donc les avantages et les limites du SNDS. Donc les avantages, il s'agit de données qui sont individuelles et qui sont exhaustives. Dans notre cas, on a une grande profondeur historique de données puisqu'on a 19 ans plus l'année en cours. Globalement, c'est quand même des données qui reflètent les pratiques actuelles. Et ce qui est très bien aussi pour nous, c'est qu'il n'y a pas de saisies supplémentaires qui sont nécessaires ni de recueil de données. Ensuite, pour les limites, donc bien sûr, on a le risque d'un manque d'harmonisation et de fiabilité du codage du PMSI.
Dans certains cas, en fait, on a certaines informations cliniques qui sont manquantes ou qui existent mais qui ne sont pas forcément toujours renseignées. Et aussi, on ne dispose pas des résultats des examens complémentaires qui pourraient, dans certains cas, permettre de confirmer certains diagnostics. Donc, comme je vous disais, certains médicaments ne sont pas forcément très spécifiques d'un type d'effet indésirable. Et en plus, on n'a pas l'information sur l'observance du traitement par les patients. Il s'agit aussi d'une base de données qui est très complexe, qui nécessite d'être formée et qui nécessite beaucoup de temps, notamment sur tout ce qui est contrôle qualité des données. Et dernier point, les données consolidées, en tout cas pour le PMSI, elles sont disponibles en différé, puisqu'en général, il faut attendre à peu près 6 mois après l'année précédente pour avoir une base consolidée. Donc, en pratique, l'utilisation du SNDS, donc dans le cadre de la vigilance, de notre vigilance, donc, comme disait Cyril, donc c'est une approche qui est complémentaire du système déclaratif. Ça va un peu changer la philosophie qui existait en fait de ces vigilances, de notre vigilance, de nos vigilances sanitaires, puisqu'on était tout était déclaratif jusqu'à présent. Et donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va surveiller l'ensemble des effets indésirables donc, qui sont attendus dans le SNDS et que seront déclarés en fait uniquement les effets indésirables qui sont inattendus. Donc, ce qui va entraîner pour nous normalement une diminution du nombre de déclarations. Et bien sûr, avec le SNDS, donc on ne va pas avoir le lien de causalité entre l'acte médical et l'effet indésirable, puisqu'en effet, de toute façon, on n'a pas accès au dossier médical et on peut pas. Mais bon, en soi, c'est pas très grave, parce que néanmoins, ça reste quand même un outil qui est précieux pour la vigilance et qui va nous permettre d'avoir une meilleure représentation des effets indésirables, qui va servir aussi à l'amélioration des pratiques et à la qualité des soins. Et donc, pour conclure les perspectives, donc là, on va généraliser en fait la surveillance à d'autres effets indésirables que ceux qu'on vous a présentés et aux autres domaines de la biovigilance que les cellules souches. On a prévu de faire une restitution annuelle à chacun des centres des données du SNDS qui les concernent. Il est prévu aussi, il est envisagé de faire un chaînage avec des données de registres pour obtenir des données médicales qui soient plus précises et avoir un meilleur suivi. Et dernier point, à terme, on va s'intéresser aussi à l'impact médico-économique de ces effets indésirables, donc notamment sur le nombre de jours d'hospitalisation, la durée moyenne de séjour, etc. On vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Gaëlle et Cyril d'avoir bien lancé notre session. On va s'octroyer quelques minutes de discussion, questions, réactions, s'il y en a parmi l'auditoire. Manifestez-vous si vous avez une question. Moi, je lance un petit peu de discussion. C'est vraiment un travail extrêmement intéressant, méthodologiquement pointu. Bravo à les collègues pour ce beau travail. C'est chouette en plus qu'il y ait une utilisation opérationnelle que vous envisagez, parce que j'ai compris que pour les effets indésirables attendus, vous allez arrêter, en tout cas quand l'effet est repérable dans le SNDS, vous allez arrêter la déclaration et utiliser le SNDS pour monitorer ces situations. Je me demandais si vous aviez envisagé d'évaluer justement, peut-être pas tous les algorithmes, mais certains algorithmes pour vérifier leur sensibilité, la spécificité, parce vous avez évoqué certaines situations où on a des faux positifs, il peut y avoir d'autres situations de faux positifs. On peut peut-être passer même à côté de certaines situations d'effets indésirables avec les règles de repérage dans le SNDS que vous utilisez actuellement. Donc sur cet aspect-là un peu méthodologique, comment vous voyez les choses? Je ne sais pas si tu voulais répondre, Cyril. Non. Bon. Déjà, oui, c'est vrai qu'avant de créer un algorithme et de le valider pour les effets indésirables, on voudrait faire un algorithme et croiser avec des données de l'EBMT, par exemple, pour valider notre population d'allogreffés.
puisque celle-là non plus n'est pas totalement validée. Enfin, on pense qu'elle est proche de celle qu'on doit avoir, mais on n'a pas de chaînage ou d'algorithme pour le valider. Donc ça, c'est la première chose. Et dans un deuxième temps, oui, il faudrait qu'on essaye de valider nos algorithmes pour les complications. Là aussi, la question va se poser de comment faire. Est-ce qu'on fait une étude avec un centre en particulier où on peut revenir au dossier et avoir un diagnostic de certitude et on travaille avec certains centres choisis, ou est-ce qu'on fait ça à plus large échelle? Mais oui, il faudrait le faire et on y réfléchit, oui. Moi, je voudrais poser une autre question. Vous avez signalé qu'avec le CNDS, on a une profondeur historique de données. Mais par contre, vous avez aussi signalé que on y avait accès 6 mois après la fin de la période. Et est-ce que ce laps de temps, qui est quand même assez grand, ne pourrait pas être préjudiciable dans certains cas? En effet, pour le PMSI, la base consolidée, elle est en effet disponible en juin-juillet de l'année suivante. Après, il y a quand même des données qui sont renseignées, mais qui ne sont pas encore complètement consolidées, puisque je pense qu'il y a des rattrapages qui sont faits, enfin, il y a tout, mais bon, il y a quand même des données qui sont renseignées. Et pour le DCIR, pour le coup, je pense qu'il y a moins, enfin, pour la base de l'assurance maladie, on est plutôt dans le mois qui suit, on a la disponibilité des données. Mais ça peut... Très bien, merci beaucoup. J'ai la lumière dans les yeux, donc je ne vois pas la salle. N'hésitez pas, vous avez des experts en ligne et en présentiel de cette utilisation originale du SNDS. Mais si vous n'avez pas de questions pour le moment, on va poursuivre. Gaëlle va rester avec nous. Cyril va peut-être rester connecté aussi. Si vous aviez des questions qui revenaient pour Gaëlle, vous pourrez encore les poser après. On vous remercie beaucoup, Gaëlle et Cyril. Et on va maintenant accueillir Cyrielle Parmentier, qui est néphropédiatre à l'hôpital Trousseau et qui va nous présenter une autre étude extrêmement originale aussi. On change complètement de registre puisqu'on passe dans le registre de l'utilisation du SNDS pour l'analyse des parcours de santé dans le cadre de la maladie rénale chronique de l'enfant. Je vous remercie de me donner l'occasion d'échanger avec vous sur l'utilisation du SNDS, sur l'impact du parcours de soins de nos patients. Donc moi, en effet, je suis néphropédiatre à l'hôpital Trousseau et donc on a essayé d'utiliser le SNDS avec des données cliniques un peu précises et donc je vais essayer de vous en faire part aujourd'hui. Pour commencer, je pense qu'il est important de faire un petit point sur les spécificités pédiatriques, puisque la plupart d'entre vous connaissent la maladie rénale chronique de l'adulte. Et nous sommes un tout petit monde, une petite goutte d'eau dans l'océan par rapport à cette maladie rénale chronique adulte, avec des problématiques et des spécificités bien particulières. À titre d'exemple, la maladie rénale chronique de l'enfant représente moins de 1% des patients incidents avec une maladie rénale chronique stade 5. Pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 1500 enfants qui ont débuté un traitement de suppléance. Donc un traitement de suppléance, c'est soit une dialyse, soit une greffe, entre 2005 et 2021. Donc les ordres de grandeur par rapport à la maladie rénale chronique de l'adulte, qui sont un véritable problème de santé publique, n'ont rien à voir. En 2021, on estimait à peu près 700 enfants résidant en France qui reçoivent ce fameux traitement de suppléance. Cependant, ça reste une maladie extrêmement sévère et ces enfants avec une maladie rénale chronique de stade 5 ont une mortalité 30 fois supérieure à celle des enfants sains du même âge. Vous comprenez donc qu'on a un véritable challenge, nous néphropédiatres. Il faut greffer ces enfants dans des bonnes conditions et leur assurer un parcours de soins de qualité. Si on compare à l'adulte, les principales causes de maladies rénales chroniques sont aussi tout à fait différentes. Le diabète étant la principale cause chez l'adulte avec les maladies cardiovasculaires, chez l'enfant, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. La plupart des pathologies rénales qui entraînent un traitement de suppléance avant la majorité sont des néphropathies qu'on appelle congénitales et donc principalement des uropathies ou des dysplasies rénales, le terme anglais étant le K-CUT.
Et puis, on a des problématiques qui sont parfaitement spécifiques de la pédiatrie, l'altération de la croissance, puisque un enfant avec une maladie rénale chronique stade 5 va avoir une croissance qui est altérée, et bien entendu, l'impact sur le développement psycho-socio-éducatif. Vous imaginez bien que 3 séances de dialyse par semaine, ça impacte l'environnement social, ça impacte la famille et ça impacte le parcours scolaire. Quelques chiffres clés grâce au registre Rhin qui sont maintenant bien connus pour nous. Donc les enfants arrivent le plus souvent en traitement de suppléance avec un âge médian de 13 ans. Donc ça concerne souvent des plus grands enfants. Et 60% sont des garçons, tout simplement parce que les K-Cute concernent un petit peu plus de garçons. Concernant les différentes modalités de traitement de suppléance que vous avez là, l'hémodialyse, la dialyse péritonéale ou ce que l'on appelle la greffe préemptive, c'est-à-dire une greffe sans avoir eu une dialyse au préalable, et bien finalement les enfants démarrent le plus souvent en hémodialyse. Pratiquement 30% vont démarrer en dialyse péritonéale, ce qui n'est pas tout à fait le cas chez l'adulte puisqu'on considère que c'est à peu près 10%. Et la greffe préemptive, qui semblerait être finalement le traitement de référence, puisque vous évitez ce fameux passage en dialyse et les répercussions dont on a discuté au préalable, ne concerne que 20% de nos patients. Un autre constat important et qu'on aimerait améliorer pour notre prise en charge, c'est que 30% de nos patients commencent la dialyse dans une situation d'urgence. Situation d'urgence, elle peut être en réanimation, sur un cathéter, et cela engendre bien sûr des conséquences importantes. 20% de nos patients vont démarrer leur dialyse dans des conditions non programmées avec un passage en réanimation. Cela concerne uniquement 9% des adultes, donc vous voyez, il y a des chiffres qui sont parlants avec des problématiques pédiatriques importantes. La greffe rénale, on le sait, est connue comme le meilleur traitement de suppléance, j'en ai déjà discuté. Ici, vous voyez les temps d'attente pour obtenir un greffon en fonction de l'âge de nos patients. Une particularité, c'est cette fameuse courbe-là qui peine à récupérer le taux de plus de 80% de greffe et qui concerne les enfants tout petits, donc entre 0 et 4 ans. Ces enfants-là, ils ont une cinétique d'accès à la greffe qui est bien plus lente que les autres. De façon pragmatique, il y a un point technique qui est que les enfants de moins de 10 kg ne peuvent pas être greffés, ou en tout cas les résultats chirurgicaux sont très mauvais, donc on va patienter. Mais malgré cela, on se rend bien compte que même 2 ans après le démarrage de la dialyse, donc on pourrait imaginer qu'on a réussi à les faire grandir et les faire passer ce cap de 10 kg, pour autant, l'accès à la greffe de ces tout-petits reste bien inférieur par rapport aux autres tranches d'âge, et on va y revenir par la suite puisque c'est un des challenges de nos prises en charge. Enfin, un second constat qui, je pense, est le même chez l'adulte, on en a discuté dans d'autres sessions et ça sera abordé par ailleurs, c'est que depuis 2015, on voit qu'il y a une cinétique d'accès à la greffe qui est plus lent par rapport aux années d'avant. C'est probablement multifactoriel, mais ça fait partie des constats importants. Pour en revenir au parcours de soins de nos enfants, donc le parcours de soins, il commence pour nous dès la naissance, voire même parfois avec un diagnostic en anténatal. À la naissance, certains enfants n'ont pas encore de diagnostic de maladie rénale chronique et le challenge va être de les diagnostiquer le plus tôt possible. Puis leur maladie va évoluer jusqu'à un traitement donc, de suppléance. Donc l'hémodialyse, la dialyse péritonéale ou la greffe préemptive. Et pour ceux qui n'ont pas eu accès à la greffe préemptive, un parcours en dialyse qui va ensuite les emmener jusqu'à la greffe. Les multiples problématiques pour nous, néphropédiatres, comment améliorer l'accès à la greffe de nos patients et l'impact du parcours de soins, que ce soit en amont de la suppléance ou que ce soit une fois que nos patients sont en dialyse. Cet impact du parcours de soins, comment est-ce qu'on peut améliorer la greffe préemptive, c'est aussi toutes les questions qu'on se pose. Et c'est là que nous avons commencé à utiliser le SNDS, partant de ce constat-là, cette base de données. Gaël nous en a longuement parlé dans la première session, mais donc ce sont des bases de données qui regroupent les données hospitalières et les données de consommation de ville, donc une véritable pépite pour nous, pour essayer de comprendre ce qui se passe pendant ce parcours de soins. On a
on a matché la base de données avec le registre Rhin, qui est un registre géré par l'Agence de la biomédecine, qui comprend toutes les données des patients, donc les données démographiques, anthropomorphiques, la néphropathie initiale, le type de dialyse et les switches de dialyse. Ce qu'on appelle switch de dialyse, c'est le passage de l'hémodialyse à la dialyse péritonéale ou inversement, et l'accès à la greffe avec les données de la greffe. Ce recueil, il est bien sûr exhaustif et depuis maintenant de nombreuses années. Le matching, il a été effectué en maintenant la pseudonymisation des données du SNDS avec plusieurs variables qui ont permis de rapprocher donc, les patients du registre Rhin avec les patients dans la base de données SNDS. C'est un matching qui a fait ses preuves et qui retrouve à peu près un appariement à environ 90%. On estime à peu près 93% de la population pédiatrique qui a été appariée entre le registre Rhin et les bases de données SNDS. Donc pour nous, voilà, on a quasi une cohorte exhaustive de l'ensemble de nos patients grâce à cet appariement. Donc revenons au parcours de soins. On a d'abord regardé en amont de la suppléance l'impact donc de l'amont de la suppléance sur l'accès à la greffe préemptive et à l'initiation de la dialyse. La première question, et qui n'est pas des moindres, c'est comment dater le diagnostic de la maladie rénale chronique. Vous l'aurez compris, plus le diagnostic se fait en amont, mieux je vais essayer de prendre en charge mon patient. Avec les données du SNDS, ce n'est pas évident d'essayer de trouver la date du diagnostic et le jour où le diagnostic s'est fait. On a donc pris le parti de faire une variable qu'on appelle composite, donc, qui est le premier contact néphrologique. Donc soit le premier jour où le patient a une consultation avec un néphrologue, la première hospitalisation avec un motif néphrologique, ou la première délivrance de médicaments spécifiques de la maladie rénale chronique. On a de la chance, Nos patients n'ont pas beaucoup de délivrance médicamenteuse puisqu'ils sont des enfants sans trop de comorbidité. Et donc, quand ils ont des médicaments un peu spécifiques de la maladie rénale chronique, on peut estimer qu'il y a une certaine spécificité. Ça nous a permis d'avoir donc le premier contact néphrologique et donc d'acter la durée de suivi néphrologique entre le diagnostic de la MRC et le démarrage de la suppléance. On a regardé ce qui se passait donc avant ce démarrage de la suppléance. On a regardé la régularité du parcours de soins. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fois où notre patient va avoir des bilans biologiques, le nombre de fois où notre patient va aller prendre son traitement et le nombre de fois où ce patient va être hospitalisé. Hospitalisé pour des HDJ, ce qu'on va considérer comme un suivi, ou hospitalisé parce que le patient a des complications, hospitalisation conventionnelle ou plus sévère, hospitalisation en réanimation. Et l'impact de ce parcours de soins sur nos outcomes qui vont être la greffe préemptive, traitement de référence, la dialyse en urgence, finalement la situation qu'on cherche à éviter, et la dialyse programmée, qui est un intermédiaire. Pour ce faire, on a essayé de classer nos patients en fonction de la sévérité ou de la spécificité de leur parcours de soins. Et grâce à une analyse de correspondance multiple et une classification hiérarchique, on a mis en évidence 4 parcours de soins. Un parcours de soins qu'on a considéré comme irrégulier. Le patient ne va pas chercher son traitement tous les 6 mois, ne va pas faire ses bilans biologiques régulièrement. Un parcours de soins qu'on a considéré comme sévère, passage en réanimation, hospitalisation régulière, hospitalisation prolongée. Un parcours de soins qu'on a considéré comme le parcours de référence, qui serait finalement le patient modèle, le patient qui est suivi depuis longtemps, donc avec une durée de suivi néphrologique importante, qui ne passe pas en réanimation et qui en plus a un suivi régulier. Et finalement, on s'est rendu compte, on a été un peu surpris de ça, mais qu'on a aussi un nombre de patients qui n'ont pas de parcours de soins néphrologiques avant d'arriver en dialyse. Ils arrivent, ils sont en dialyse, et avant, on ne retrouve pas un parcours de soins spécifique de la maladie rénale chronique. Ça peut être expliqué par exemple par une maladie qui n'était absolument pas prévisible, sans diagnostic en amont. Voilà, le coup de tonnerre dans un ciel clair, un enfant qui tombe malade du jour au lendemain et paf, il se retrouve en dialyse. Ces situations-là sont bien sûr les plus sévères et amènent à la dialyse en urgence. Qui sont donc nos patients et quel patient va dans quel type de parcours de soins? On a donc 552 patients pédiatriques. Et on se rend compte que seulement un tiers d'entre eux va être dans le parcours de référence. Donc si on pensait prendre en charge de façon optimale nos patients, on a encore du travail.
parce que finalement, 23% vont se retrouver dans un parcours irrégulier, et le parcours sévère, avec les hospitalisations, va concerner aussi 23% d'entre eux. Un point important, nos tout petits patients, ceux qui ont une cinétique d'accès plus longue, vont se retrouver dans le parcours sévère. Et puis le deuxième point, qui va peut-être pas vous étonner, mais qui était important à montrer, c'est que nos adolescents, avec toutes leurs problématiques d'observance, se retrouvent, eux, dans le parcours irrégulier. Quel impact ces parcours-là ont sur l'accès à la suppléance? Eh bien finalement, vous le voyez en bas, on a fait une analyse multivariée, et si on prend en référence donc, le parcours optimal, eh bien nos patients avec un parcours sévère ont moins d'accès à la greffe préemptive, même quand on ajuste sur l'âge, même quand on ajuste sur la pathologie rénale, et nos patients avec un parcours irrégulier, nos adolescents non compliants, vont avoir plus de risques de démarrer une dialyse en urgence, alors même qu'on aurait voulu programmer les choses. Donc ces éléments-là sont d'autant plus d'informations pour nous, cliniciens, pour essayer d'anticiper les besoins peut-être spécifiques des populations de patients. Et finalement, le SNDS vient confirmer des impressions cliniques que l'on pourrait avoir et vient ici mettre des chiffres sur l'impact du parcours de soins en amont. Une des deuxièmes études qu'on a pu faire, on s'est focalisé un petit peu plus sur nos patients tout petits, ceux dont je vous parlais au début, qui ont cette fameuse cinétique d'accès à la greffe plus lente. Ceux-là même, on le sait, qui peuvent difficilement prétendre à une greffe préemptive puisqu'ils ont moins de 10 kg, ils sont tout petits, donc on ne peut pas les greffer d'emblée. Et pour cela, dans un deuxième temps, on a donc regardé l'impact de leur parcours en dialyse sur l'accès à la greffe. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à les greffer? Pourquoi est-ce qu'ils ont une cinétique d'accès plus longue? Et finalement, est-ce que le parcours de soins en dialyse pourrait répondre à ces questions-là? Et on a regardé, du coup, l'impact du parcours de soins en dialyse chez le tout petit, chez le moins de 5 ans. Donc là, plus ça va, plus on réduit notre population, parce qu'on a voulu essayer de répondre à des questions un petit peu plus précises grâce au SNDS. On a donc retrouvé 262 enfants qui avaient démarré une hémodialyse ou une dialyse péritonéale entre 2008 et 2020. Vous voyez que là, la dialyse péritonéale est franchement le premier traitement de suppléance. C'est pour aussi des problématiques techniques, donc nos enfants sont souvent en dialyse péritonéale. Ces 262 enfants, au cours de leur parcours de soins, on a objectivé avec le SNDS plus de 7000 hospitalisations, sans prendre en compte le forfait dialyse. Donc vous imaginez que c'est des enfants qui sont hospitalisés plus de 12 fois par an, en plus de leur séance de dialyse. Ça fait une hospite par mois chez un tout petit. Vous pouvez imaginer le retentissement sur le développement. 2/3 de nos patients auront au moins un passage en réanimation et, à notre surprise, 30% de nos patients, pendant leur parcours de soins, ont eu un switch de modalité de dialyse, de l'hémodialyse vers la dialyse péritonéale ou de la dialyse péritonéale vers l'hémodialyse. De façon un peu similaire à notre première étude, on a essayé de caractériser ces parcours de soins en prenant donc nos différentes variables, le switch de modalité de dialyse, les hospitalisations en réanimation et les hospitalisations dans des secteurs conventionnels pour des complications spécifiques. Et on a classé, un petit peu comme tout à l'heure, 4 parcours de soins pendant la dialyse, un parcours optimal qui ne concerne que 15% de nos patients, pas de switch, pas d'hospitalisation, un parcours dit simple, avec juste des hospitalisations conventionnelles, et à l'opposé, des parcours compliqués. Quasi la moitié de nos patients auront au moins un switch de dialyse, moins de 2 hospitalisations en réa ou plus de 2 hospitalisations par an en conventionnel, et 23% auront un parcours sévère, plus de 2 switches, plus de 2 hospitalisations par an en réa ou des hospitalisations en secteur conventionnel prolongées qui durent plus de 10 jours. Encore une fois, quels sont nos patients? Dans quel parcours de soins? Eh bien, on aurait pu aussi l'imaginer, mais là, on le prouve, les parcours optimaux concernent plutôt des patients avec des maladies, avec un diagnostic anténatal, ces fameux K-CUT dont je vous parlais tout à l'heure, des malformations, avec moins de comorbidité et un peu plus de garçons. À l'inverse, dans le parcours sévère, on va retrouver plus de néphropathie génétique, un petit peu moins de garçons, et des patients avec plus de comorbidité. Et puis, si on focus un petit peu sur l'âge, on va se rendre compte que finalement, nos tout petits patients, nos nourrissons, ils sont plus dans le parcours sévère, donc l'âge médian d'initiation à la dialyse dans le parcours sévère, c'est 1 an,
alors que l'âge médian d'initiation à la dialyse dans le parcours optimal, c'est 3 ans. Donc plus vous démarrez la dialyse tard, plus vous avez de chances d'être dans un parcours un petit peu plus optimal, avec moins d'hospitalisation. Ce parcours de soins, il est long pour ces tout petits, on l'a vu, 22 mois en médiane, des hospitalisations qui sont plus fréquentes, la péritonite, plus d'un tiers de nos patients, les motifs infectieux, les problèmes de cathéter, et puis nos tout petits, nos moins de 2 ans, avec des motifs très spécifiques comme l'hypovolémie, la dénutrition. Sur nos outcomes, eh bien, si vous êtes dans un parcours sévère, le pourcentage d'accès à la transplantation diminue de façon importante. On n'a plus que 60% d'accès à la transplantation pour le parcours sévère, contre quasi 80% pour les 3 autres parcours. Et comme un miroir, un petit peu plus de mortalité, ça monte jusqu'à 19% de mortalité dans le parcours sévère, alors qu'on est à 8% de mortalité chez ces petits dans le parcours optimal. Pour pousser un petit peu le débat, les questions de l'utilité de ces bases de données SNDS pour nos patients. Un des premiers points abordés, c'est finalement l'impact du diagnostic précoce et donc de la nécessité d'être diagnostiqué en amont pour avoir une surveillance néphrologique, la régularité du bilan et du suivi, et puis les périodes à risque pour la petite enfance et l'adolescence. Pour nos patients de moins de 5 ans, on l'a vu, parcours plus complexe, plus long, mais on arrive à greffer nos patients, donc il y a quand même vraiment des signes positifs. Les enjeux pour l'avenir, pour nous en tant que praticiens, mieux connaître notre parcours de soins pour anticiper les besoins. Le paradoxe pédiatrique, il est important et c'est notre quotidien. On a un faible effectif, mais on a vraiment des besoins de moyens qui sont conséquents. De nombreuses hospitalisations, on a besoin d'infirmières, de psychologues, de diététiciennes qui sont spécialisées, de népropédiatres formés. Et on a aussi besoin de prestataires qui s'investissent sur la pédiatrie. C'est un tout petit nombre, mais vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a un désinvestissement, notamment des partenaires pour les machines de dialyse, qui se désinvestissent des machines de dialyse pédiatrique, alors même que ce sont nos tout petits qui ont besoin de machines spécifiques pour ne pas être hospitalisés et pour ne pas avoir une surmorbidité. Les prochaines étapes, faire une analyse économique du parcours de soins et des comparaisons selon les âges, selon les disparités géographiques entre les pays ou bien selon les genres entre les garçons et les filles. L'apport des données de santé, je crois qu'on en est tous convaincus. On a pu analyser une cohorte quasi exhaustive sur la France. On a eu une analyse qui était détaillée du parcours de soins. On pourrait encore aller plus loin dans la délivrance médicamenteuse, dans les nombres de séances de dialyse, mais voilà, ça reste une base de données avec une base opaque qui est complexe à appréhender, notamment pour nous cliniciens qui n'avons pas le nez dedans toute la journée. Et puis il y a des données individuelles qui sont manquantes. On en a parlé, l'impact du statut social, l'impact sur la scolarité, l'impact sur le retentissement familial. Finalement, on ne voit que la partie immergée de l'iceberg. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je souhaite juste remercier les personnes avec qui je travaille et nous travaillons sur ces études collaboratives et notamment l'équipe du registre 1 avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. Et puis voilà, tout ça au service de nos patients, de leurs familles et des équipes de népropédiatrie. Merci. Merci beaucoup Cyrielle pour cette très belle présentation d'une magnifique étude. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? N'hésitez pas. Hein. Là, on voit défiler des experts des sujets médicaux, mais aussi de cette base de données riche mais complexe, le SNDS. Donc surtout, profitez-en pour poser des questions. Vas-y Antoine. Je ne sais pas si tu auras la réponse, mais sur la classification hiérarchique, là, on voyait que si vous décaliez un tout petit peu la barre un peu plus vers la gauche, il y aurait un 5e groupe qui aurait été créé sur la première analyse. Et donc, en fait, finalement, le groupe de parcours de référence aurait été scindé en 2. Est-ce que tu sais à quoi correspondaient ces 2 groupes-là? Alors,
c'est vrai qu'on a eu des choix à faire qui étaient des choix avec une pertinence clinique et aussi des choix sur des problèmes de puissance parce qu'on a des faibles effectifs, donc on a choisi de les répertorier comme ça. On voyait qu'il y avait finalement l'impact de la précocité du diagnostic de la maladie rénale chronique et puis de l'autre côté, un petit cluster de patients hospitalisés. Et donc finalement, on avait l'impression que ça se séparait un tout petit peu à cet endroit-là, mais pour nous, on avait quand même l'impression que ces patients-là étaient dans un sens clinique voilà, des patients de référence, donc c'est pour ça qu'on a décidé de les garder dans ces 4 sous-groupes. Ça avait plus de sens. Moi, j'avais une question, enfin, vous l'avez abordée à la fin, sur les disparités régionales et les conditions socio-économiques. Comment vous envisagez justement d'apparier les données avec des conditions socio-économiques pour, en particulier, porter plus l'attention sur peut-être la prévention ou le suivi prénatal Alors, sur les disparités socio-économiques, dans le SNDS, on va utiliser des variables de proxy. On va pouvoir regarder la CMU des parents, qui n'est pas le meilleur marqueur, mais qui va nous permettre quand même d'avoir un regard un petit peu socio-économique. Et puis, on va aussi pouvoir avoir, maintenant, on a des variables qu'on appelle des indices de défavorisation. Et donc, selon la géolocalisation des patients, on va aussi pouvoir regarder un petit peu le revenu par commune. Voilà, tout ça, c'est des proxys. Pour avoir vraiment l'impact social, il nous faudrait faire des études où on va questionner, et ça c'est vrai que c'est une des limites du SNDS. Je ne peux pas questionner le choix d'un switch de modalité de dialyse, ni pourquoi ça a été fait. Je ne peux pas questionner le choix des parents, ou bien l'impact de la situation socio-économique sur ces choix de modalité de dialyse, ou sur le type d'hospitalisation. Mais on peut quand même, avec le SNDS, avoir accès à des variables qui vont nous permettre d'affiner un petit peu les choses. En tout cas, je l'espère, ça fait partie des étapes à venir. Sur les disparités régionales, on pourrait travailler sur l'effet centre et on peut aussi faire des études dans ce sens-là. On a, nous, une petite limite qui est encore une fois nos faibles effectifs qui ne nous permettent pas d'avoir des études fiables sur des effets centres et notamment sur les disparités régionales. Et puis sur ce qui est des disparités d'un pays à l'autre, ben, on a la chance d'avoir le SNDS qui est quand même une base un petit peu à part par rapport aux autres pays européens. Donc pareil, comparer nos données avec d'autres pays européens, c'est pas toujours évident, mais on va y travailler. Parce qu'il y a des registres aussi dans les autres pays. Dernier appel aux questions, aux remarques, aux partages d'expérience pour Cyrielle. Bien, ben Cyrielle, on vous remercie beaucoup, c'était passionnant, bravo. Et on va découvrir une autre utilisation du SNDS avec des travaux de l'assurance maladie présentés par le docteur Antoine Rachas, qui est médecin et épidémiologiste et qui travaille à la direction stratégie et études de la Caisse nationale d'assurance maladie. Antoine, à toi. Oui, merci. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui d'un outil qu'on a développé maintenant depuis 10 ans, qui s'appelle la cartographie des pathologies et des dépenses. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le sujet. Donc le point de départ finalement de pourquoi on a développé cet outil, le but initial, c'est assurer la résilience du système de santé. Enfin, c'est vraiment la finalité. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte de vieillissement de la population, de pathologies chroniques de plus en plus nombreuses, de plus en plus fréquentes, et des innovations thérapeutiques qui ont un impact important sur les dépenses de santé. Le tout dans un contexte où il y a des contraintes de plus en plus importantes sur les dépenses de santé, en particulier de l'assurance maladie. Et donc voilà, alors comment on améliore la résilience d'un système de santé ? Alors il y a trois axes d'amélioration. Premièrement, identifier les priorités de santé publique. Alors c'est un vaste chantier qui implique de nombreux acteurs, pour lequel on utilise des indicateurs comme la prévalence, l'incidence, mais aussi des estimateurs un peu plus, on va dire, récents, même si ça reste assez ancien, comme les années de vie perdues ou les années de vie vécues en incapacité, qui d'ailleurs pourraient donner plus de poids à la maladie rénale chronique chez les enfants, puisqu'on compte en fait le nombre d'années pendant lesquelles les personnes sont décédées ou le nombre d'années de vie perdues
par rapport à l'espérance de vie, donc ça donne plus de poids aux maladies chez les enfants. Et enfin, le point que je vais développer ici, c'est comprendre les dépenses de santé, puisque pour pouvoir agir sur les dépenses de santé, il faut pouvoir les comprendre. Alors pour comprendre les dépenses de santé, pendant longtemps, la logique, elle est encore, de manière prépondérante celle-ci, c'est une logique comptable, c'est-à-dire les comptes de la santé, c'est des comptes par poste de dépenses, les dépenses d'hospitalisation, les dépenses de médicaments, etc. Et donc l'idée ici, c'est de compléter ça par une logique médicale, c'est-à-dire d'essayer d'estimer des dépenses par pathologie, pour avoir une approche plus médicale de cette analyse. Alors pour cela, il y a une utilisation de plus en plus importante des bases médico-administratives, on l'a vu dans les présentations précédentes, et c'est vrai aussi en général sur les études économiques. Alors il y a deux grandes méthodes, parce qu'une fois qu'on a ça, comment on fait pour estimer les dépenses des pathologies? Il y a deux grandes méthodes possibles. Soit je m'intéresse à une pathologie spécifique, j'essaie d'identifier tous les soins qui sont en lien avec cette pathologie. Je prends les dépenses correspondantes, j'en fais la somme et ça me donne les dépenses liées à cette pathologie. Donc la Disease-Based Cost of Illness Studies. Soit je prends l'ensemble des dépenses en France et j'essaie de les répartir entre les différentes pathologies. Et donc c'est cette seconde approche pour laquelle on a opté. Puisque notamment ça permet de s'assurer de ne pas compter deux fois des dépenses, parce que si on fait en fait autant d'études pathologies spécifiques qu'il y a de pathologies, il y a des recours aux soins qui vont être comptés dans plusieurs pathologies, puisque c'est jamais totalement spécifique d'une pathologie, entre autres. Donc ça surestime un petit peu les dépenses. Donc l'objectif de la cartographie des pathologies et des dépenses, alors l'objectif principal, je l'ai dit, d'écrire des dépenses de l'assurance maladie, pas l'ensemble des dépenses, par pathologie. Donc derrière, c'est la notion alors soit de fardeau économique, j'aime pas trop ces termes, mais bon, c'est des traductions des termes anglais, soit de fardeau économique, soit de charge de morbidité économique des maladies. Et les objectifs secondaires, donc d'écrire la fréquence des pathologies, donc un peu plus épidémiologique, identifier les leviers de la maîtrise des dépenses et puis de manière un peu secondaire, je veux dire dans un deuxième temps, réutiliser ces données pour des études, puisque vous allez voir qu'on produit un certain nombre de données. Quelle est la population couverte par l'outil? Donc, il y a un certain nombre de limites qui limitent la population que l'on peut inclure, liées notamment à la qualité des données. Tout d'abord, dans le SNDS, on n'a pas l'exhaustivité des personnes qui ne consomment pas de soins. C'est avant tout des factures qui remontent. Donc, quand il y a une personne qui consomme un soin, elle remonte dans le système. Quand elle ne consomme pas de soins, qu'elle est inscrite à l'assurance maladie, ou à quel que soit le régime, on n'est pas forcément exhaustif. J'ai mis les affections de longue durée aussi, puisque ça explique pourquoi notre outil commence à l'année 2015. Avant l'année 2014, on avait les données sur les affections de longue durée que pour le régime général. À partir de 2014, les autres régimes ont commencé à alimenter les données sur les affections de longue durée. Et comme nous, en fait, dans nos algorithmes, on utilise les affections de longue durée de l'année et de l'année précédente, on n'a pu commencer qu'en 2015. Donc aujourd'hui, on a les bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, quel qu'il soit, et qui ont au moins 1 euro remboursé pour des soins dans les bases, que ce soit en ville ou à l'hôpital. On a exclu, alors il y a un certain nombre de critères d'exclusion, notamment les personnes qui ont un NIR provisoire, donc un numéro de sécu provisoire, par exemple les personnes qui ont l'aide médicale d'État ou qui ont fait une IVG, pour lesquelles on ne peut pas rattacher le soin aux autres soins de la même personne. Alors le schéma général, c'est celui-ci. Donc il y a 3 grandes étapes. À partir des données du SNDS, donc je ne vais pas le redétailler puisque ça a été décrit précédemment, on a déjà une étape pour repérer les pathologies, donc à partir des données médicales que je vais un petit peu détailler après. Donc c'est la partie en bleu ici. Et donc déjà, si on arrive à identifier un certain nombre de pathologies, on peut déjà décrire leur fréquence dans ces bases-là et un certain nombre la distribution d'âge, de sexe, etc. En parallèle de ça, on extrait les dépenses, qu'on va calculer par poste de dépenses. Et dans une 3e étape, on va affecter toutes ces dépenses à chaque pathologie avec une méthode assez complexe que je vais essayer de vous résumer en une diapo. Donc, concernant la première partie, donc l'identification des pathologies, aujourd'hui, on a 15 grandes catégories. J'espère que c'est la bonne version du diaporama.
que je crois que ce n'est pas la bonne. 50, on a donc 15 catégories de pathologies, et dans ces 15 catégories de pathologies, 58 pathologies au total. Donc quand je dis pathologie, c'est assez large, ça peut être des pathologies, des situations de soins comme la maternité ou des hospitalisations, qui ne sont pas rattachables à une autre pathologie, ou des traitements chroniques comme un traitement par psychotrope chronique par exemple. Alors, je crois que ce n'est pas la bonne version du diaporama, mais... Donc, par exemple, dans les maladies cardiovasculaires, vous voyez qu'on a les syndromes coronaires aigus, maladies coronaires chroniques. Et donc, à l'occasion, je vous montre qu'on peut différencier parfois plusieurs phases d'une même pathologie. Ici, pour la maladie coronaire, par exemple, on peut être soit en aigu, soit en chronique une année donnée. Voilà, pour les pathologies psychiatriques, par exemple. Et on a aussi, donc, je vous l'ai dit, des traitements. Puisque en fait, pour être classé dans une maladie psychiatrique, par exemple, il va falloir un diagnostic, soit en ALD, soit à l'hôpital. Mais si on ne compte pas les personnes qui ont un traitement chronique psychotrope et qui n'ont pas de diagnostic pour autant, on va rater tout un groupe de personnes. Donc on les repère à travers les traitements, même si on ne peut pas leur attribuer un diagnostic. Alors on utilise différentes sources de données, je vais commencer à vous en parler. Donc les affections de longue durée pour lesquelles on a un diagnostic codé en CIMDIS, des diagnostics codés lors d'un séjour hospitalier, donc que ce soit en médecine, chirurgie obstétrique, en soins de suite et réadaptation ou en psychiatrie. Pour l'instant on n'utilise pas les diagnostics d'hospitalisation à domicile, mais ça va peut-être venir. Et avec un recul qui peut aller jusqu'à 5 ans. On utilise aussi des médicaments spécifiques, donc pareil, typiquement l'insuline pour le diabète, et un certain nombre d'actes médicaux, de biologie ou de forfaits, par exemple, pour la dialyse. Et dans certains cas, des groupements homogènes de malades, donc des codages de séjours hospitaliers. Donc, comment on a construit ces algorithmes? Quelle a été la méthode pour définir ces algorithmes qui, en fait, combinent tous les critères dont je viens de parler? Alors, c'est des définitions qui ont été basées sur... déjà de l'expertise médicale, des analyses de sensibilité, donc en faisant des tests avec différents types de diagnostics, différents reculs possibles par rapport à ce qu'on connaissait de la littérature sur la fréquence des pathologies. Il y a eu des comparaisons externes, notamment avec des registres, des études, des cohortes existantes, et une prestation avec une concertation, alors là aussi sur base d'experts, auprès des partenaires et des experts des algorithmes ou des pathologies. C'est aussi un outil qui est en évolution continue, donc chaque année, il y a des petites ou grandes nouveautés. Alors le système en lui-même s'améliore, notamment entre le début de l'outil il y a 10 ans, qui était limité d'ailleurs au régime général à cette époque-là, pour les raisons que j'ai évoquées. Et aujourd'hui, on identifie mieux chaque individu avec leur identifiant pseudonymisé, alors qu'avant, il pouvait y avoir 2 personnes derrière le même identifiant, donc ça, c'est des choses qui s'améliorent. Il y a eu l'arrivée des ALD pour la MSA et le RSI, et les autres régimes. Donc tout ça fait que ça bouge tout le temps finalement. Des nouvelles sources de données. Donc par exemple, il y a quelques années maintenant, on a ajouté le SSR, donc soins de suite et réadaptation dans les algorithmes. On a inclus l'ensemble des régimes il y a quelques années aussi, 2-3 ans là maintenant. Tous les ans, on doit mettre à jour les médicaments, évidemment, puisque je vous ai dit qu'on parlait de médicaments spécifiques, mais il y a des nouveaux médicaments qui arrivent. Les indications changent aussi, elles peuvent devenir spécifiques ou à l'inverse ne plus l'être. Donc on travaille avec des pharmaciens. Et là aussi, c'est une partie importante du travail, de confronter ces algorithmes à ceux développés par d'autres acteurs, soit Santé publique France, l'INSERM, etc. Donc là, on participe activement au réseau REDSIAM dans ce cadre-là, entre autres. Et quand c'est nécessaire, on modifie nos algorithmes. Et donc par exemple, cette année, on va ajouter un algorithme lésion médulaire qui va venir remplacer l'algorithme paraplégie tétraplégie qui existait avant. Et donc c'est un algorithme qui a été développé, lésion médulaire, par l'IRDES, qu'on a un petit peu adapté pour correspondre à notre outil. Alors je vais passer assez rapidement parce que je pense que je prends du temps, mais par exemple pour le diabète, il faut au moins, pour être étiqueté diabétique, il faut avoir au moins 3 délivrances d'un antidiabétique dans l'année, ou une ALD, ou avoir une hospitalisation dans les 5 ans avec un code de diabète. Certains algorithmes sont exclusifs, donc par exemple l'insuffisance cardiaque, je vous ai dit tout à l'heure, enfin je vous l'ai dit pour la maladie coronaire, mais on distingue la phase aiguë, c'est-à-dire il y a eu au moins un épisode aigu dans l'année,
versus il n'y a pas eu d'épisode aigu dans l'année, auquel cas on est considéré en phase chronique. Donc les algorithmes sont un petit peu différents. Et surtout, on est classé soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc les deux sont exclusifs. Maintenant, si on prend la partie de gauche du schéma, donc les dépenses, qu'est-ce qu'on analyse comme dépenses? Donc on n'analyse pas l'ensemble des dépenses de santé, on est sur les dépenses de l'assurance maladie, et ce sont les dépenses individualisables, c'est-à-dire rattachables aux soins d'un individu. Donc, par exemple, on n'a pas les dépenses des programmes de prévention qui pourraient être incluses dans des dépenses de santé. On est par ailleurs uniquement sur les dépenses de l'assurance maladie obligatoire, on ne tient pas compte des dépenses des complémentaires. En revanche, on est sur l'ensemble des régimes, sur l'ensemble de la France, avec un horizon temporel annuel. Donc c'est un exercice qu'on fait chaque année. Et donc comme je vous ai dit, il y a des évolutions dans chaque version, c'est-à-dire chaque année on le refait tourner avec des nouveaux algorithmes, avec des petites améliorations, etc. Donc en fait on refait tourner toutes les années pour que ce soit la même méthodologie pour chaque année. Et donc tout ce que je vous dis en fait, on le fait pour chaque année de l'étude. On est sur des dépenses, alors on fait des estimations, c'est un peu technique, mais à la fois remboursées et remboursables. Là, ce que je vais vous présenter, c'est les dépenses remboursées. Donc ce qu'on présente en général dans ces résultats, c'est ce qui a été effectivement remboursé aux patients. Je vous l'ai dit, on découpe les dépenses en postes de dépenses, donc il y en a 26, et qu'on peut globalement regrouper en soins de ville, en soins hospitaliers et en prestations en espèces, donc c'est-à-dire tout ce qui est indemnité journalière ou pension d'invalidité. La troisième étape, c'est d'affecter ces dépenses aux pathologies. Donc, on va répartir l'ensemble des dépenses que je viens de vous décrire entre l'ensemble des pathologies repérées. Alors, il n'y a pas de double compte, une dépense donnée va être affectée à une pathologie et une seule, ce qui fait que si on additionne les dépenses de toute la pathologie, on obtient l'ensemble des dépenses de l'assurance maladie. Il y a un point important qui peut être source de discussion, c'est la prise en compte de la consommation courante de soins, c'est-à-dire de dire qu'une personne qui a par exemple un diabète mais pas d'autres pathologies, l'ensemble de ses dépenses dans l'année ne vont pas forcément être attachables au diabète. Elle a le droit, entre guillemets, d'avoir une entorse de cheville, d'avoir recours au médecin généraliste pour d'autres pathologies que nous on ne repère pas, etc. Donc en fait on va retrancher un certain montant de dépenses pour essayer de tenir compte de cette consommation courante de soins. Et pour le reste, une fois qu'on a soustrait cette dépense, il y a deux méthodes d'affectation, une affectation directe et une affectation indirecte. Là, ça peut être très compliqué, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais globalement, donc ça va dépendre de la dépense à laquelle on s'intéresse. Soit on a de l'information médicale, donc par exemple une hospitalisation. À ce moment-là, on va rattacher directement à la pathologie à partir de cette information médicale. Voilà, indemnité journalière de maternité, c'est rattaché à la maternité. Soit on n'a pas d'information, par exemple un traitement médicamenteux, un anti-inflammatoire par exemple, et à ce moment-là, c'est des méthodes qu'on appelle top-down, c'est-à-dire qu'on va partir de l'ensemble de la dépense et on va la répartir entre les pathologies du patient ou à sa pathologie s'il n'en a qu'une, à l'aide des méthodes de proratisation, et c'est là que c'est compliqué, donc je ne vais pas trop m'attarder. Donc en termes de résultats, donc ici c'est simplement l'effectif global inclus dans la cartographie. Donc vous voyez qu'on est autour de 64 millions en 2015 et 68 millions, je crois, 69 millions en 2021. Ça grandit régulièrement, comme vous le voyez. Et en 2021, vous voyez une cassure de la courbe vers le haut, puisque, je vous l'ai dit, on est sur la population des consommants. Et en 2021, il y a eu un afflux de personnes qui se sont fait vacciner contre le Covid ou ont fait des tests de la Covid. Et donc, mathématiquement, on se retrouve avec plus de personnes dans les bases ayant consommé au moins un soin. Et donc, ça peut impacter nos résultats, donc il faut en être conscient. Un chiffre, à titre indicatif, en 2017, l'effectif représentait 90% de la population INSEE, 97% de la population INSEE en France. Alors ça, c'est en termes d'effectifs déjà, alors je vous présente les résultats pour l'instant par catégorie. Donc en 2021, on avait 25 millions de personnes qui avaient des consommations de soins en lien avec au moins une pathologie chronique. Donc c'est toutes les pathologies qui sont au-dessus de la barre qui est en pointillé. Donc ça représente environ un tiers de la population incluse. Et donc vous voyez l'effectif de chaque pathologie. Alors là, par contre, une personne peut avoir plusieurs pathologies. On n'est pas sur les dépenses. Et vous voyez en bas qu'il y a environ un peu moins de 40 millions de personnes qui n'ont pas de pathologie retrouvée.
Alors soit parce qu'elles n'ont pas de pathologie, soit parce qu'elles ont eu, comme j'ai dit, une entorse ou une rhinopharyngite, ou voilà, un recours aux soins entre guillemets assez simple, soit parce qu'elles ont une pathologie qu'on ne repère pas éventuellement, même si le champ couvert est quand même assez large. En termes de dépenses, donc ces maladies chroniques représentent 60% des dépenses, 111 milliards sur le total de 185. Et donc vous voyez que les dépenses sont beaucoup liées aux maladies cardiovasculaires, au cancer, aux maladies psychiatriques. Et ici tout en bas, alors la barre marron, ça représente une somme de dépenses importante, mais en fait c'est une agrégation de beaucoup de choses assez hétérogènes. C'est ce qu'on appelle les hospitalisations ponctuelles. Donc c'est toutes les hospitalisations dont le motif n'est pas couvert par les autres algorithmes. Donc, et en l'occurrence, si on va voir un peu ce qu'il y a dedans, c'est beaucoup des coloscopies de dépistage, des cancers colorectals, de la traumatologie et un petit peu de cataracte. Alors ça, c'est un peu c'est pas pour vous détailler tout ça, mais c'est pour vous dire un peu le résultat final. C'est une répartition finalement de l'ensemble de ces dépenses. Donc la cartographie finalement permet, c'est un des intérêts, d'analyser quelque chose d'assez simple mais assez informatif, c'est-à-dire de différencier sur la dépense totale qu'est-ce qui est lié à la dépense moyenne par personne et au nombre de personnes. Donc ici vous avez représenté en abscisse la dépense moyenne par patient et en ordonnée le nombre de personnes concernées. Donc, par exemple les cancers actifs, donc les cancers qui ont un traitement en cours, représente une dépense par patient très importante, autour de 14 000 € par an, mais ne sont pas parmi les pathologies les plus fréquentes. Inversement, le traitement du risque vasculaire, donc c'est comme les traitements psychotropes, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pathologie cardiovasculaire par ailleurs, ils ont seulement un traitement du risque vasculaire sans diagnostic, mais ils représentent un grand nombre de personnes et des dépenses par personne pas très importantes. Et donc ici, la taille de la bulle représente la dépense totale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Donc là, je vous ai pris dans l'exemple, dans le nouveau diaporama, j'avais fait sur l'insuffisance rénale chronique, mais je reprends l'ancien, donc sur des exemples qui existaient avant sur la psychiatrie. Donc on peut regarder, on peut faire des évolutions, hein, puisqu'on est sur les années, dans la dernière version, entre 2015 et 2021. Et donc on peut par exemple montrer qu'entre 2015 et 2021, les dépenses liées à la santé mentale ont augmenté de 4 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 20%. Et dont la plus grande partie, 1,4 milliard, était liée aux troubles névrotiques et de l'humeur, dont fait partie la dépression. Donc vous voyez que c'est la courbe du haut, les troubles névrotiques et de l'humeur, et vous voyez en particulier que ça a un petit peu plus augmenté en 2021. De la même manière, les traitements antidépresseurs ou régulateurs de l'humeur, donc c'est-à-dire quelque part presque un petit peu le complément, mais sans diagnostic via les traitements chroniques, vous voyez que ça représente aussi un poids assez important et une évolution qui a aussi augmenté en 2021. Donc si on regarde un petit peu plus en détail les troubles névrotiques et de l'humeur, vous voyez que, alors à gauche, on représente le taux d'évolution par année. Donc la barre grise, c'est de combien en pourcentage a évolué la dépense. Et en bleu, c'est qu'est-ce qui correspond à l'évolution du nombre de patients. Et en rouge, c'est le taux d'évolution de taux de croissance de la dépense par patient. Donc on voit que les troubles névrotiques et de l'humeur, on l'a vu avec la cassure de courbe sur la diapositive précédente, ont augmenté de manière importante en 2021. Ici, on voit que c'est lié en fait à la dépense par patient plus qu'au nombre de patients. Si maintenant on s'intéresse aux différents postes de dépenses, on en revient quand même finalement aux postes de dépenses. Pour les troubles névrotiques et de l'humeur, eh bien on voit que c'est essentiellement les hospitalisations en psychiatrie qui représentent la dépense la plus importante pour les troubles névrotiques et de l'humeur, et de manière un peu secondaire les soins de ville. Et on voit que ils ont effectivement augmenté en 2021. Alors on ne va pas débattre ici des raisons, il peut y en avoir beaucoup. Il faut savoir qu'il y a eu, entre autres, une augmentation des tarifs des séjours, même si on peut aussi penser à des effets de la pandémie. Alors, quelles sont les forces de cet outil? Ce sont des données individuelles. Donc, quand on regarde ce que font les autres pays un petit peu qui se prêtent à cet exercice d'essayer d'estimer des dépenses par pathologie, très souvent, ils travaillent sur des données agrégées, donc des agrégats économiques. Ici, on a la chance d'avoir des données individuelles et de pouvoir faire des choses relativement fines. Donc, c'est un atout. On a une couverture nationale qui couvre aujourd'hui l'ensemble des régimes d'assurance maladie. On a aussi une exhaustivité des dépenses, parce que c'est des facturations. Donc, si on est bon sur quelque chose, c'est sur ça.
Ça peut être un outil épidémiologique, même s'il y a des limites qui ont pu être évoquées aussi dans les présentations d'avant, mais c'est un outil, ça donne un éclairage épidémiologique qui est évidemment à compléter avec d'autres sources. Et ça peut permettre plusieurs approches. Je ne vous ai pas montré toutes les approches possibles, mais ici on a fait une approche par pathologie. On pourrait aussi prendre un poste de dépense et regarder quelles sont les pathologies les plus importantes au sein de ce poste de dépense. Par exemple, les soins infirmiers, les transports ou autres. Et enfin, on peut se prêter à des projections sur les années à venir pour essayer d'estimer, à conditions constantes, quel serait dans 5 ans, par exemple, l'effectif et les dépenses de telle ou telle pathologie, avec toutes les limites évidemment que ça peut entraîner. C'est un outil médico-économique pour les politiques de santé, donc les résultats sont publiés chaque année dans notre rapport qui est envoyé à la fois au ministère et au Parlement. Et donc je vous l'ai dit, les méthodes sont constamment en évolution. Et dernier point, pour l'objectif secondaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, les données individuelles, donc avec les résultats de tous les algorithmes, sont mis à disposition des utilisateurs du SNDS depuis 2017. Donc ça peut être utilisé pour les études, pour utiliser ces fameux 58 algorithmes et aider notamment à repérer les comorbidités dans les études. Même si une limite est que ces données sont par année calendaire et pas en année et pas de manière glissante pour chaque individu. Les limites. Alors, la première limite, c'est qu'on sous-estime la prévalence des pathologies elles-mêmes, puisqu'on est sur des personnes prises en charge, repérées dans le système de soins avec des diagnostics. Donc, par exemple, une personne qui a un diabète ou un VIH qui n'est pas connu, ben, évidemment, on ne l'aura pas. S'il est diagnostiqué mais pas pris en charge, ben, on ne l'aura pas non plus. Voilà. Après, c'est au cas par cas pour chaque pathologie, à estimer si on pense que la plupart des personnes sont a priori prises en charge et connues ou pas. Auquel cas, a priori, la prévalence qu'on estime est bonne. Il y a des pathologies qui ne sont pas comprises, en particulier en termes de dépenses. En tout cas, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, c'est assez compliqué à repérer. On sait que ça représente des dépenses importantes. Mais d'autres aussi. Voilà, l'insuffisance rénale, on n'a que le stade 5 pour l'instant. Et au mieux, on va arriver à avoir peut-être les stades 3 et 4, mais les insuffisances rénales des premiers stades sont très compliqués à repérer, puisque finalement c'est des définitions biologiques et que dans ces données on n'a pas pour l'instant les résultats biologiques. Et enfin ce sont des données médico-administratives, mais je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà dit, il y a des limites liées au codage. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site Data Pathologie, vous pouvez vous amuser à choisir la pathologie, choisir la région qui vous intéresse, etc., faire des comparatifs, ou télécharger les données pour faire vous-même vos propres figures. Donc c'est des données agrégées, hein, bien sûr, ce n'est pas des données individuelles. Les données individuelles, il faut avoir accès au SNDS pour y accéder. Deuxièmement, donc, il y a le rapport dont je vous ai parlé, qui a au nom court mais barbare de charge et produit, et au nom un peu plus long mais plus acceptable de rapport pour l'avenir du système de l'assurance maladie, les propositions pour 2024. Et enfin, un article scientifique, un article scientifique donc, dans Medical Care, voilà ici, que vous pouvez aussi trouver, dans lequel on décrit un peu plus en détail la méthodologie. Vous avez aussi, à partir de Data Pathologie, si vous allez dans l'onglet méthode, vous avez des liens vers les documents méthodologiques aussi, en français. Voilà, merci. Merci beaucoup Antoine. Je regarde sous la lumière. Alors moi j'ai 2 questions. Elles sont différentes, je te pose les 2 et puis tu réponds dans l'ordre qui te va. J'ai une première question, voilà, que je ne m'étais jamais posée. Pourtant, c'est un très bel outil développé par l'assurance maladie que j'essaye de consulter régulièrement. Et je me demande comment vous choisissez les pathologies qui sont plus particulièrement étudiées, là, les 58. Est-ce que, bon, j'imagine qu'il y a un critère technique, il faut que la pathologie soit repérable dans la base dans le système médico-administratif qu'est le SNDS. Donc est-ce que vous repérez actuellement, après cette énième évolution de l'outil qui s'enrichit régulièrement maintenant, toutes les
pathologies ou groupes de pathologies repérables? Est-ce que le choix il n'est que technique ou est-ce qu'il y a une autre dimension plus stratégique et de suivi par l'assurance maladie de certains types de pathologies et pas de focus sur d'autres? Ça, c'est ma première question sur le choix des pathologies suivies, ciblées. Et puis j'avais une autre, enfin c'est une question, mais c'est une proposition aussi de partage, parce que l'assurance maladie a développé un très bel outil, a une expertise très importante dans l'utilisation de ce système donné complexe qu'est le SNDS. Hein, ça a été souligné par les collègues dans les présentations précédentes. Mais vous faites aussi un effort important de pédagogie en tant que responsable de traitement du SNDS. Vous partagez de la méthode, vous partagez des outils. Un jour, ça ira même jusqu'à des partages de programmes de calcul. Il y a les TOP, ce qu'on appelle les TOP cartos, qui permettent de repérer ces patients ciblés que vous avez intégrés. Donc justement, en termes d'actions portées par l'assurance maladie pour accompagner les utilisateurs à l'exploitation du SNDS, est-ce que tu aurais des choses à partager avec nous? Merci. Alors, sur le choix des pathologies, historiquement, c'est parti des affections de longue durée. D'ailleurs, si vous regardez bien, en fait, on retrouve même parfois des intitulés qui ressemblent aux affections de longue durée, et ça a été enrichi petit à petit, effectivement, à partir alors, soit des pathologies fréquentes, graves, qui n'étaient pas dans les ALD, soit des découpages d'ALD, parce qu'on estimait que c'était faisable. Et puis après, c'est petit à petit, là, vous voyez, cette année, en échangeant avec des cliniciens, alors en l'occurrence, historiquement, c'était à l'occasion d'une étude qui s'appelle Anti-Covid, donc qui était sur le Covid chez les personnes handicapées. On a été en lien avec l'hôpital de Garches et donc l'IRDES, je vous en ai parlé un petit peu. Et dans les échanges, on s'est rendu compte qu'eux allaient développer un algorithme donc, de lésions médulaires. Là où nous, on repérait la paraplégie ou tétraplégie. Et c'est vrai qu'en réfléchissant 2 minutes, la paraplégie, c'est un symptôme, c'est pas une pathologie. Et je pense qu'en l'occurrence, on devait notamment avoir un certain nombre de personnes qui avaient une sclérose en plaques qui se retrouvaient à la fois repérées par la sclérose en plaques et par la paraplégie. Donc voilà, on a dit, une fois que vous aurez développé l'algorithme, on va l'implémenter. Alors on a dû le modifier un petit peu parce que leur méthode était différente. Elles faisaient pas, je dis elles parce que c'était 2 femmes, elles n'étaient pas sur une année donnée comme nous, c'était sur une période de 2012 à 2019, je crois, et avec des croisements assez complexes parfois, y compris longitudinalement, donc c'est-à-dire de dire s'il s'est passé ça, puis il s'est passé ça, alors on fait ci ou ça. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour un gain qui n'était pas évident, elles l'ont dit elles-mêmes. Donc nous, on a simplifié un tout petit peu ça, et on a repris leur liste de codes, la philosophie générale, et on va comparer après ce que leur résultat à elles et ce que nous on obtient avec cette méthode-là. Voilà, maladie rénale chronique, peut-être qu'on va implémenter l'algorithme que vous avez développé à l'ABM sur les stades 3 et 4. Voilà, donc ça évolue au fur et à mesure comme ça. Alors, après, c'est la limite de la faisabilité humaine, puisqu'on est 2 médecins là-dessus. Et en plus de la mise à jour chaque année, il y a des nouveautés chaque année, donc on n'est pas à plein temps sur la cartographie. Donc c'est aussi ça peut être une limite. Et il y a aussi une limite par rapport au nombre de pathologies repérées. Alors je dis 58 pathologies pour lesquelles on calcule les dépenses, mais il y a plus de, alors là c'était 150 indicateurs, aujourd'hui on est à 212 indicateurs, j'ai regardé hier. Donc pour les utilisateurs, il y a beaucoup plus d'algorithmes que simplement les 58, pour les études notamment. Après, pour la méthode qui sert à répartir les dépenses par pathologie, on a une limite à un moment que si on a trop de pathologies et trop peu de personnes par pathologie, la méthode ne va pas être stable, quoi. Donc, par exemple, pour les cancers, on a les 4 cancers les plus fréquents, sein, prostate, côlon, poumon. Et après, on a un groupe assez hétérogène qui représente tous les autres cancers. Donc là, cette année, on a pour objectif de détailler, alors peut-être pas tous les cancers, mais on va dire peut-être au moins 10 ou 20 cancers, peut-être plus, avec des algorithmes. Pour citer l'exemple, on va, je pense, se baser en grande partie sur ce qu'a fait l'INCa. Mais on ne va pas pouvoir calculer des dépenses pour 50 cancers, quoi. Donc, puisque les résultats vont être assez instables et peu robustes.
Si jamais on arrive à développer une méthode un peu différente que celle qu'on fait actuellement par proratisation, avec notamment un modèle statistique, peut-être que ce sera possible d'ajouter des pathologies. Mais voilà, il y a une étape avant, et bon, ce qui ne nous prive pas pour développer des algorithmes. Mais pour derrière y affecter des dépenses, il y a d'autres critères à remplir. Et pour l'aspect, alors je ne sais pas si c'est pédagogique, mais ça fait longtemps qu'on nous demande les partages des programmes. Alors même si, je vous l'ai dit, depuis un moment, on partage les données elles-mêmes sur le SNDS, les programmes, parce que certains ont envie de les reprendre, de les modifier, de calculer à une date donnée pour chaque individu quelles sont ses pathologies dans les 6 mois d'avant, par exemple, donc en adaptant nos programmes. Donc jusqu'ici, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas, enfin jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques années. On est depuis peut-être 3-4 ans dans une démarche plus d'ouverture, même si c'est assez complexe. On a un pilote sur un programme diabète, donc le programme du top diabète, avec donc, le HDH et le réseau RedSiam, qui est en train d'aboutir. Ça prend pas mal de temps, parce que c'est le pilote justement, même si c'est un cas assez simple. Et dans tous les cas, dans tous les cas, on va partager, je ne peux pas dire encore quand, mais je pense, on veut le faire, quoi, donc ça va arriver. Nos nouveaux programmes, puisqu'on a rechangé complètement la méthodologie, qui servent en fait à calculer l'ensemble des algorithmes, avec, au lieu d'avoir un programme par pathologie, on a un programme par source de données. Donc un programme pour l'ALD, un programme pour le PMSI. Et en fait, tous les algorithmes médicaux, tous les critères médicaux sont dans un fichier Excel. Et donc, quelque part, il suffit de modifier le fichier Excel pour modifier l'algorithme. Avec, évidemment, toutes les pincettes, parce qu'il faut que ça rentre quand même dans nos cases pour que ça fonctionne. Mais si vous avez envie de mettre 1 an au lieu de 5 ans, de rajouter des codes SIM10, ça, c'est possible. Donc ça, voilà, j'estime que ça fait un peu partie, peut-être pas de la pédagogie, mais en tout cas du partage et d'essayer de faciliter les choses aux utilisateurs. En tant qu'OCNAM aussi, il y a eu des programmes, je crois, du DMEX qui ont été partagés. Donc c'est l'équipe qui fait les extractions pour les études, qui ressemble en partie à ce qu'on fait. Donc voilà. Merci. Donc il nous reste à remercier les orateurs. On voit que ces études, en ce qui concerne l'association que je représente, nous intéresse beaucoup parce qu'on voit qu'elles apportent beaucoup dans l'amélioration des parcours de soins, dans l'amélioration des moyens qui sont donnés pour les soins. Sur ce, je voudrais apporter ma petite question qu'on avait soulevée au moment de la préparation de cette session, qui était que les patients, quand on voit le petit nombre de patients qui sont insuffisants rénaux, le coût de la dialyse et le coût de la transplantation, les patients ont beaucoup de mal à comprendre qu'il n'y ait pas un investissement, que le retour sur investissement des pouvoirs publics ne soit pas compris et qu'il n'y ait pas un investissement supplémentaire pour la transplantation qui permettrait in fine de descendre les coûts et d'améliorer très grandement la survie et la qualité de vie des patients. Voilà. Merci beaucoup à tous.